Alors toi, à l'extrême de ta cloche, t'as Giorgio, qui a serré des résultats de fou. Il y en a à combien pour l'instant? Alors, la performance de Giorgio est à 67,17% en l'espace de 3 mois. Et en risquant 1% par opération. Donc 67 fois, en gros, le risque qu'il prend. Alors, bon, qu'est-ce qui fait? Forcément, il respecte l'enseignement, mais ceux qui perdent aussi respectent l'enseignement. Donc, c'est quoi le secret, entre guillemets, de Giorgio? Alors, il y a deux choses. Déjà, il ne respecte pas tout le temps l'enseignement. Des fois, il y a même beaucoup de setups qui sont, disons, mauvais. Mais il a une excellente gestion et il est très agressif dans sa gestion, ce qui fait que quand ça passe, il gagne gros. Et même s'il a pris des setups mauvais, bah, il perd un petit peu. Donc, ce qui est assez étonnant avec Giorgio, c'est que j'ai des étudiants qui ont un meilleur niveau en termes d'analyse, de setup, mais qui performent pas autant que lui. Euh, donc c'est même pas encore un étudiant parce que ça fait que 2 3 mois qu'il est avec nous, donc il a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment ses setups. Des fois il prend des setups un peu trop tardivement, des fois il prend pas des setups qui répondent à la méthodologie, donc ça se termine souvent en perte. Mais par contre, quand ça passe, il prend position avec des stop loss très courts, et donc quand ça passe, il va gagner 5 10 15 20 fois son risque. Ce qui fait que bah, derrière, ça compense rapidement toutes ces pertes, qu'elles soient dans la méthode ou pas dans la méthode. Et quand tu dis que des fois, il prend des entrées qui sont mauvaises, mauvaises aux yeux de ta stratégie, genre ça respecte pas les règles, ou mauvais en général, genre il fait n'importe quoi et limite il prend un trade au pif sur une action. Alors il fait pas forcément n'importe quoi, mais il rentre trop tardivement. Giorgio, c'est quelqu'un qui a un stop loss extrêmement court. Et si on a un stop loss extrêmement court, on peut pas se permettre de rentrer trop tardivement dans un mouvement ou après une explosion, parce que sinon les probabilités que ça retrace, elles sont importantes et donc de se faire stopper. Donc il y a ça aussi. Des fois, il y a même pas de setup, et on voit que là où il gagne, c'est souvent des setups qui sont parfaitement exécutés. Alors, il y aura du déchet, il y aura des pertes, ça c'est évident, mais on peut regarder son journal, mais sur les trades où il gagne beaucoup, il respecte les setups qui sont enseignés. Par contre, effectivement, il a adapté sa gestion et il a des stop-loss très très agressifs. Ok. Et tu peux montrer par exemple un trade qui t'a marqué ou que t'aimes bien? Oui, alors un trade qui m'a marqué, tac tac tac. Euh, Il prend parfois des trades sur donc au CGN, il a fait un recevoir de 28, tu vois. En fait, si on regarde un petit peu cette colonne ici, on voit -1, -2. Alors là, il a dû prendre un gap parce que en théorie, on ne perd que 1% ou une fois 0,5%, une fois son risque. Donc quand le risque reward réalisé est supérieur à 1, c'est souvent qu'on s'est pris un gap. Mais on peut voir ici qu'il prend que des -1, des -1, des -1, et parfois il prend 9, 28, 10, 2, 8, 6, 7, 23. Alors j'ai une question avant que tu continues. Le trade à 28, euh, moi je sais que je ne serais pas capable de le tenir. Tu vois, par exemple, souvent, je refais le parallèle avec la crypto, mais souvent je me dis, ah putain, si seulement j'avais connu Bitcoin quand ça valait 1 dollar. Aujourd'hui, je serais mais, limite milliardaire. Et en fait, non. Parce que si j'avais acheté du Bitcoin à 1 dollar, ben, quand il aurait été à 2 dollars ou à 10 dollars, donc tu fais déjà x10, mais je me connais, j'aurais vendu une grosse partie. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais beaucoup d'Ethers. Je crois qu'à un moment donné, j'avais plus de 3000 Ethers. Mais quand on a commencé à aller dans les 300, 400, 500 dollars, ben, si tu veux, je dis, oh, putain, c'est génial, je vends. Et je fais pareil pour les bitcoins. Quand on est remonté à 18 000, donc tu sais, en 2017, on était monté à 18 000, après on était redescendu. Et ensuite, je crois que quand il y a eu le renouveau à 2020, quand c'est revenu à 18 000, je fais, allez, ça c'est bon. Et j'ai vendu plus de la moitié des bitcoins que j'avais. Aujourd'hui, Bitcoin est à 70 000 dollars. Donc je sais que je n'ai jamais tenu tous les bitcoins que j'avais jusqu'à 70 000. Et j'ai continué à en vendre. Pareil, donc l'Ether, j'en ai vendu gros paquet, 500 dollars. Et très, très récemment, cette année, 2024,
mais aussi en fin d'année dernière. Quand l'Ether est remonté, l'Ether est monté plusieurs fois à 1800. Et au bout d'un moment, putain, à chaque fois qu'il monte à 1800, je vends pas, je gagne, et après ça descend. Et du coup, j'en ai acheté une petite louche quand c'était au niveau des 1000. Quand c'est remonté à 1800, j'ai vendu. J'étais content. Et puis ensuite, malheureusement, c'était la fois où le range a été cassé. L'Ether continue de monter, il arrive à 2800. Je me dis, putain, 2100, on est autour des 3000, je vends encore. Et aujourd'hui, on flirte avec les 4000. Donc, c'est pas que je regrette. C'est vrai que j'aurais préféré garder tous ceux que j'avais au lieu de les vendre à 500, puis à 1800, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je sais que je ne peux pas tenir des x10 ou des x100. Je l'ai fait peut-être une ou deux fois, mais je sais même pas comment j'ai fait. Je pense que c'est parce que j'étais tellement absorbé dans autre chose, c'est le boulot à côté, que j'ai pas réalisé. En fait, c'était trop virtuel. C'est-à-dire que j'avais investi sur un token qui s'appelait le SNX et j'avais construit une position à partir de pas grand-chose et ça a explosé, quoi. J'ai commencé à acheter à 11 centimes et ça a été jusqu'à 25, 26 dollars. Et j'ai pris des profits à 3 dollars, à 6, etc. Donc, si tu veux, j'ai encaissé pas mal. Mais comme c'était très virtuel pour moi, je pense que j'ai laissé tenir ce trade parce que c'était très virtuel. Une fois que j'ai encaissé ce trade et que je l'ai vraiment matérialisé en vrai euro, et ben après ça, j'ai plus jamais tenu de trade aussi longtemps parce que j'ai vu que ah oui, c'est pas que virtuel, que tu peux vraiment avoir des euros. Et du coup, psychologiquement, à chaque fois que une grosse montée, que j'ai envie de récupérer du cash, je le fais. Et donc, je sais que si le Bitcoin, je l'avais acheté à 1 dollar et l'Ether, je l'avais acheté à 3 dollars ou 30, etc., j'aurais jamais tenu. Et donc là, quand je vois 28, je sais que je l'aurais jamais tenu. 28 fois ton risque, c'est ouf. Je pense que j'aurais commencé à 3 fois, 5 fois mon risque, commencer à prendre des bénéfices. Comment ça se passe dans sa tête? Est-ce que tu en as parlé à lui? Est-ce qu'il a déjà expliqué comment il fait pour tenir des ratios de 28, de 10, de 30 sans vouloir clôturer son trade? Alors, moi, je pense que tu les tiendrais, parce qu'on est sur quelque chose de complètement opposé. Juste, j'ai une question sur SNX. Combien de temps elle a duré ta position à peu près? Des années. Je l'ai prise en 2019 et j'ai commencé à prendre les bénéfices en 2020. Ok. Donc, sur OCGN, sur Jaguar, sur tous ces trades où il gagne 5, 10, 15, 20 fois son risque, les positions ne durent qu'entre 3 et 8 jours. Donc, tu les aurais tenues. C'est juste qu'en fait, Giorgio, il a cette aptitude où il a compris que un stop loss très très court va être touché la majorité du temps, mais quand ça va passer, et qu'il va capter même pas un mouvement, ça peut être une simple réaction du marché, une simple explosion après une contraction, et ben il va gagner 5 à 10 fois son risque, même plus. Et si mouvement il y a, parce que 3 à 8 jours, c'est pas forcément un mouvement, hein, ça peut être une jambe haussière, mais c'est pas énorme. Si mouvement il y a, il peut gagner 50. Donc là, on parle de 3 8 jours de tenir son trade, c'est pas 2 ans, quoi. Ah, mais tu vois quand même les chiffres monter, quoi. Enfin, après, c'est vrai que je traite pas comme ça, et peut-être qu'avec l'habitude, j'y arriverai. Mais pour sûr, les premières fois, si j'ai un trade sur les actions en quelques heures où je gagne 3, 4, 5 fois, ouais, je prends le cash, quoi. Attendre jusqu'à 10, 28, des fois, tu sais, faut être un peu psychopathe ou sociopathe pour être gagnant en investissement. Parce que finalement, tenir un trade jusqu'à un ratio de 28, faut être fou, quoi. Enfin, tu vois, la plupart des êtres humains normalement constitués, ils sont rationnels. Et donc, ils diront, non, c'est bon, j'ai pris assez, je prends. Et je pense que peut-être la chance de Giorgio, sans l'insulter, tu vois, je vais pas dire ça, c'est un fou furieux. Mais il y a un petit côté, il est pas comme les autres, tu vois. Il arrive à tenir des trades très longtemps, alors que la majeure partie des êtres humains, en fait, qui sont normaux, entre guillemets, parce qu'ils font partie de la majorité, donc c'est la norme, ne tiendraient pas ça. Ouais, c'est là où je suis un peu en désaccord parce que c'est pas des mouvements très longs qui tiennent. Évidemment, quand tu vois le risque reward tourner, que tu vois que tu es à 10, 15, 20, ça va évidemment te travailler. Mais c'est pas comme si tu tenais un mouvement sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Là, on parle d'explosion. Alors, je peux te montrer, par exemple, sur Jaguar, il y a ici son point d'entrée en bleu et son stop loss est en noir. Tu vois l'agressivité du stop loss. On est vraiment sur quelque chose de tout petit. Et donc, derrière, en l'espace de 3, 4, 5 heures, il va faire un risk reward de 20. Donc en fait, c'est même pas un mouvement journalier, parce qu'on a le journalier à droite, c'est
une bougie journalière ou max deux. Donc c'est plus facile à tenir que si c'était un mouvement qui devait durer 3 à 6 mois. Il y a quelque chose aussi qu'il a bien compris, c'est que plus on a un stop loss court, ben, on va toujours risquer, admettons qu'il risque, bon, il risque 1%, Giorgio, mais 1% sur un stop loss qui fait 1% sur l'actif, ou un stop loss qui fait 5%, ou un stop loss qui fait 10%, sur 1% risqué sur le capital, il est toujours le même, puisque peu importe la distance du stop loss, c'est toujours la même perte qu'on va réaliser. Par contre, la taille de position est différente, parce que si le stop loss est 10 fois plus petit, on va avoir une taille de position qui est 10 fois plus importante pour le même risque. Et donc, on va gagner 10 fois plus vite. Et ça, il l'a très bien compris. C'est-à-dire qu'il va prendre des pertes à tire-larigot, si on peut dire. Mais par contre, quand ça va passer, il va avoir une grosse taille de position qui va être engagée. Et derrière, il va gagner très rapidement des risk-reward. Et donc, si on regarde son stop loss, là, tu vois, c'est tout petit, quoi. C'est même pas bande de Bollinger du milieu, c'est même pas le quart, c'est peut-être le 10e ou le 20e. Il considère qu'après l'explosion, il faut qu'il y ait du flux. S'il n'y a pas de flux, il dégage. Alors c'est extrême. Personne ou presque personne n'est capable d'avoir ce genre de stop loss. Mais je pense qu'il faut arriver à réduire au fur et à mesure la taille de son stop loss. Et je pense que l'avantage, il est là. C'est que les personnes qui perdent le plus souvent petit, mais qui gagnent gros quand ça passe, sont celles qui sont les plus rentables. Et on le voit avec Giorgio. Ça, c'est le trade sur Jaguar, mais il prend des pertes un petit peu partout. Parce que soit son timing est trop tardif, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace et le prix respire avant de repartir. Et il y a plein de trades comme ça qui pourraient être gagnants, mais qui finissent perdants parce que... Non, mais ce que tu as dit là, c'est vrai que c'est très intéressant. Et limite, ça me fait un peu changer d'avis. Et en fait, ça me montre un autre trading auquel je suis pas habitué en fait. Et si tu remontes le trade de Jaguar, je pense que ça m'apprend entre guillemets un truc. Et tu as dit un truc très juste sur Giorgio, c'est il a appris à mettre des stops très très courts parce qu'en fait, dans la tête de Giorgio, il veut gagner que sur un seul et unique, on va dire, un seul et unique type de mouvement. Et en fait, c'est exactement le mouvement là que tu montes sur Jaguar. C'est un mouvement qui part et ne retrace jamais. Et du coup, si je comprends bien, Giorgio, enfin, après je peux parler à sa place, tu pourrais lui demander d'ailleurs son prochain coaching, tu me montreras qu'on a fait une vidéo sur lui. Et j'aimerais bien, en fait, ce serait bien que tu lui demandes, ou limite qu'on l'interviewe la prochaine fois, et qu'on lui... C'est un peu comme quand les gens, ils disséquaient les criminels il y a 100 ans pour voir si dans le cerveau, ils n'avaient pas un truc différent. On pourrait disséquer Giorgio et lui poser des questions. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu cherches? Mais de ce que je vois, du coup, des trades qui sont positifs, c'est ça, en fait. Il cherche une explosion sans retracement, et il va le tester plusieurs fois, et de temps en temps, ça se passe, et c'est là qu'il fait son cash. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'inspire pas tes autres élèves à faire pareil? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui qui fait? Alors si, il les inspire. De toute façon, moi j'ai toujours fait en sorte de raccourcir de plus en plus les stop loss. Alors là, on est sur quelque chose d'extrême, mais pour moi, la solution, c'est le stop loss court. Maintenant, encore faut-il accepter de perdre 60, 70, peut-être 80% du temps. Mais effectivement, quand les autres étudiants voient les résultats de Giorgio, eh ben, ils ont envie de mettre des stop loss courts. Maintenant, il faut accepter la perte. C'est quelque chose de vouloir faire la même chose, mais c'en est une autre d'accepter la psychologie qu'il y a derrière et le nombre de pertes qui va enchaîner. Mais Giorgio, il a exactement la bonne mentalité, c'est-à-dire que il part du principe qu'une explosion ne doit jamais revenir sur le point d'entrée. Et je leur ai conseillé pas mal de bouquins sur les US, etc. Et on a un trader, mais plein, mais un trader en particulier aux États-Unis, qui a fait plusieurs centaines de millions de dollars et qui a le record du monde de performance. Il s'appelle Dan Zenger. Et lui, il considère une chose, c'est que quand on prend position, on doit être systématiquement gagnant, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de relais. D'où l'idée du relais dont on parlait tout à l'heure, c'est que on ne sait pas si le setup va fonctionner, mais pour les meilleurs setups et les meilleurs trades, et c'est quelque chose qu'on a étudié aussi avec les étudiants, c'est que nos meilleurs trades ne reviennent jamais, jamais sur le point d'entrée. Et lui, il fait cette comparaison avec une course épique. C'est le cheval, il commence la course, il ne revient jamais dans les... alors comment on appelle ça, des gates en anglais, mais... Starting block, non, c'est pas ça. Ah, les portes, ouais.
Ouais, les portes, mais ça peut être comme un 100 mètres pour Usain Bolt. C'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, on ne doit jamais revenir sur la ligne de départ. Et c'est vrai que on a fait cet exercice avec les étudiants et je leur ai demandé de faire cet exercice. C'est leur meilleur trade, et bien ils partent systématiquement. Il y a évidemment quelques trades qui merdouillent un petit peu et qui partent, mais c'est pas la majorité. Et donc on peut faire abstraction de ces trades-là et et ne penser et ne vouloir aller que sur des actifs qui, une fois qu'ils partent à sens unique et ne reviennent jamais sur notre point d'entrée. Et donc, c'est ce qu'a compris Giorgio, et c'est ce qui a été... Alors maintenant, les étudiants veulent mettre ça en place, parce que souvent, je leur donne des stop-loss courts, et ça marche très bien au niveau des risk-reward, mais très très courts. En fait, plus on a un stop-loss très court, plus on a un taux de réussite qui est faible, mais plus on est rentable. C'est le contraire de ce que pense la masse, et c'est le contraire de ce qui est faisable et envisageable pour la majorité de la psychologie humaine, enfin pour la psycho de la majorité des personnes. Donc, faire l'inverse de ce que pense la majorité des traders, c'est vraiment, à mon avis, ce qui est le plus rentable. Et Giorgio, il a très bien compris. Une action qui explose ne doit jamais revenir sur le point d'entrée. Ou en dessous du point d'entrée, avec une petite marge de manœuvre, mais pas énorme. Et donc, ce qui fait que, bon, bah, dès que ça passe, il a des risques de fou. Hein. Je pourrais éventuellement trouver d'autres trades, mais... Non, mais je pense qu'on a bien compris. Et de toute façon, pour ceux que ça intéresse, on poste régulièrement les trades sur Facebook ou quoi. Mais du coup, c'était vraiment intéressant cet échange parce que donc la dernière fois qu'on a fait une vidéo, toi et moi, j'ai compris techniquement ce que tu cherchais. Donc je résume. Toi, en fait, tu veux aller là où il y a du mouvement, donc le momentum. Donc tu vas scanner les actions. Après, il y a les secteurs qui rentrent en jeu. Donc tu regardes quels sont les secteurs qui en ce moment entre guillemets sont à la mode, où est-ce que l'argent est en train de se déplacer d'un secteur à un autre, ce que du coup on appelle la rotation sectorielle. Et tu sais que du coup si un secteur va pumper, toi tu veux prendre en gros des miettes, quoi. Tu veux prendre une partie des actions de ce secteur-là et tu vas rentrer lorsque les marchés sont calmes et qu'ensuite ils explosent, donc la fin de phase 1. Donc ça c'est l'approche, on va dire, technique. Et aujourd'hui j'ai compris plutôt la philosophie de la méthode. Et j'aime beaucoup puisque ça fait écho à ce que moi j'aime bien, la probabilité, entre guillemets les maths, qui dit voilà, il y a ce type-là de trade. Comme tu as dit, les meilleurs trades des élèves, c'est quand ça ne revient jamais. Il est impossible de prévoir quand un trade ne revient jamais. Il n'y a pas d'outils qui permettent de savoir, l'indicateur Pareto, ça ne reviendra jamais. Donc toi, ce que tu fais, c'est... le fait de chercher le momentum, tu sais que c'est là où il y a le plus de chances que les trades en fait partent comme une balle. Et tu vas, comme avec l'image de canne à pêche, tu vas tester jusqu'à ce que tu trouves le bon poulain et après ça explose. Et Giorgio du coup l'a bien compris. Mais comme on avait dit tout à l'heure dans la première vidéo qu'on a faite sur la psychologie, eh ben ouais, faut avoir la psychologie quoi. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'encaisser les pertes. Mais je trouve que c'est très motivant si tu sais qu'à la fin tu peux faire un gros gain. Du coup, ça peut aider à tenir les pertes. Et limite, tu vois, j'ai envie de tester ça bon, moi, je suis plutôt crypto là, mais c'est de tester, parce que sur le Bitcoin et l'Ether, pareil. Ouais, j'imagine, ouais, donc je devrais essayer ça. Le problème, moi, c'est le manque de temps. C'est-à-dire que, vu que j'ai moins de temps, malheureusement, en tout cas en ce moment disponible, j'ai peur de ruiner mon avantage statistique. Et finalement, de prendre un trade par-ci, un trade par-là, mais j'aurais pas un échantillon, tu vois, assez important. Mais là, après la condition du jour, tu vois, je suis motivé à un moment donné trouver du temps et essayer de prendre des sorties de phase 1 sur l'Ether, le Bitcoin et mettre un stop de taré et essayer de faire un x6, x10, x20. Ça peut être marrant. Ben, avec ton expérience, tu dois souvent le voir, c'est les meilleures phases 1 et les phases 2 qui partent, ça ne revient jamais sur le point d'entrée. Donc, à partir du moment où on a compris ça, pourquoi leur laisser une marge de manœuvre contre nous? Autant sortir. Le capital, il est plus mobilisé, on a des nouvelles cartouches. Par contre, ça oblige, et ça tu l'as très bien dit, c'est que ça oblige à aller sur des actifs à fort momentum où il y a de la spéculation. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de choix sur le marché américain. Si on n'a pas le screener pour aller sur le top 20, 50, 100 des actions les plus volatiles et les plus fortes, derrière, le taux de réussite sera encore moins important. Alors ça peut fonctionner parce que il y aura toujours des sorties de compression qui vont fonctionner. Mais le but, c'est quand même de mettre les probabilités de notre côté sur des actifs qui sont explosifs. Et si on en capte un, bah là, ça va faire
ça va faire un gain assez démesuré qui va rattraper toutes les pertes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait sur le présentiel. J'étais avec 3 étudiants la semaine passée. Je leur ai donné comme consigne de mettre des stop-loss courts. Alors c'est ce que je fais habituellement. Mais il y a essentiellement Arnaud qui a voulu mettre des stop-loss très très courts. Et on a vu que c'est celui qui a fait le plus de trades, mais qui a fini à plus 7,5% de performance sur une semaine. Et simplement parce que il a pris tellement de trades qu'il a réussi à choper 2 trades qui ont fonctionné et qui lui ont donné 2 fois 10, 10 fois son risque. Donc il a gagné 20 fois son risque et la plupart des autres trades c'est moins 1, moins 1, moins 1, 0, 0, moins 1, moins 1. Et donc il a fini à plus 7,5. Alors Yannick lui a pris que 5 trades, donc il n'a pas encore eu cet actif qui va le rémunérer, mais il a pris moins 1, moins 1, moins 1, plus 1. Et donc il n'a pas eu encore l'actif qui va le rémunérer fortement pour compenser toutes ces petites pertes, mais ça va arriver forcément, s'il continue de travailler les probabilités, ça va arriver. Et pareil pour Arthur, il était à plus 4 sur Mara, plus 4 sur Tesla. Au bout d'une journée, bon, il n'a pas encaissé parce qu'on n'avait pas vu encore la gestion, mais il suffit d'un trade ou de deux, et c'est ce qui a été le cas avec Arnaud, 2 trades à plus 10, et derrière, sa semaine finit à plus 7,5 alors qu'il a pris peut-être au moins 15 trades. Et peut-être 10, 12, 13 trades perdants, ou flat. Donc ça montre bien que c'est pas forcément le taux de réussite qui est très important, et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on voit qui est mis en avant sur des stratégies, mais ça répond à une psychologie humaine qui n'aime pas perdre, et donc c'est une réponse marketing qui est jamais trop loin. Mais en réalité, c'est pas le taux de réussite qui est le plus important, c'est capter des mouvements et être rémunéré sur ces mouvements-là. Et ça a été le cas de Arnaud la semaine dernière, avec 2 fois 10 son risque, 2 fois 10 fois son risque. Et donc ça a été ce qui a permis de sauver sa semaine. Mais entre guillemets, on est toujours en fait en drawdown avec cette stratégie-là. On est toujours en train de prendre des pertes. Et quand ça passe, on fait un plus haut. On prend des pertes, drawdown, on fait un plus haut, etc., etc. Et c'est ce qui s'est passé avec Arnaud. Il a pris 2 gains énormes, et derrière, son drawdown a été complètement effacé. Il finit la semaine à plus 7,5. Tu sais que ça rend vachement sexy et intéressant en fait ton trading. Parce que peut-être les gens qui verront croiront peut-être pas, mais je découvre comment toi et Vincent tradaient hein, au fur et à mesure que je reviens un peu plus sur être un peu plus actif à DMT. Et comme j'ai dit la dernière fois dans la vidéo, oui, je sais plus ou moins ce que vous faites. Oui, je sais que Vincent fait du scalping, je sais que toi tu fais des actions. Mais on s'est jamais posé en fait, on n'a jamais discuté. Et là, c'est ce qu'on fait. Alors on le fait avec la vidéo, comme ça peut permettre à plein de monde de découvrir, tout ça. Mais je suis content de ce que j'ai appris et découvert aujourd'hui. Et je trouve que ça fait très... en fait, c'est un trading très dynamique. Et tu vois, là, tu disais, tu as fait un séminaire là, avec tes 3 élèves. Et ben, je pensais qu'il n'y avait qu'avec le scalping qu'on pouvait avoir des fortes émotions pendant une semaine. Tu vois, je me suis dit, un séminaire scalping, ceux qui ne sont pas avec Vincent, c'est super excitant. D'ailleurs, je voulais venir à un séminaire de Vincent pour voir toute l'excitation, le scalping. Enfin, tu sais, c'est vraiment l'image de la majeure partie des gens se font du trading. Le swing trading que moi je fais avec le Forex, enfin que je faisais du coup, ou même ce que je fais avec les cryptos, c'est très loin de l'image que les gens ont du trading. C'est plutôt sur 4 heures, c'est des positions concrètes. C'est un peu plus investissant que trading. Et je pensais que tu faisais plus pareil aussi. Je pensais que tu étais plus dans une dynamique, je suis un peu plus loin. Et avec ce que tu me dis à la fois dans ton sectoriel et là, ce que je vois aujourd'hui, le trade de Jojo et la discussion qu'on a, en fait, je vois que en fait, aussi, tu es dans l'action et finalement, ton séminaire, là, ça a dû être vachement excitant, en fait. Et j'imagine l'extension, c'est Arnaud, c'est ça, qui a fait son 10 devant son écran, là, ça monte, ça fait x10, c'est sympa. Ouais, et puis ça monte en 3 jours, donc ça veut dire qu'on n'a même pas capté un mouvement, on a capté une réaction. Si on tombe sur un marché comme en 2020, 2021, 2017, derrière c'est exponentiel parce que ce petit stop loss te permet d'avoir une grosse taille de position, et donc tu n'es plus dans capter une réaction de marché, mais capter un mouvement. Bon là tu fais des risques de 20, 30, 50, et Giorgio bien plus s'il continue d'avoir ce genre de stop loss là. Par contre, dans un marché qui est un peu plus difficile, voilà, faut être un peu plus sélectif. Et là, on est tombé sur une bonne semaine avec un marché qui était quand même avec des opportunités. Pas tant de relais que ça, parce que sur le nombre de trades pris par les étudiants, il y a peut-être 15 ou 20% de taux de réussite. Mais entre Arthur et Yannick sont quasiment flat sur la semaine, légèrement perdants. Et Arnaud est à plus 7,5 en une semaine. Donc,
Et j'ai une dernière question pour rebondir sur ce que tu as dit. Euh, donc, après le Covid, les actions étaient très basses. Toi, si tu trades à ce moment-là et que donc tu commences à prendre des positions après un énorme crash, est-ce que dans ta manière de gérer, il y a une règle qui dit qu'en théorie, on pourrait tenir un trade pendant des mois et des mois et en gros de, de bouger la gestion du trade d'une unité de temps inférieure à une unité de temps supérieure. Donc là, par exemple, ce trade de Jafar, imagine qu'on ne revienne plus jamais sur ces points-là. Là, je vois que en jeu, il y a tout clôturé. Mais est-ce que toi, tu enseignes aux élèves ou est-ce que tu ferais toi de ne clôturer par exemple que 70 ou 80%? Alors, peut-être qu'il a fait peut-être qu'il a clôturé 70% parce que des fois sur le journal de Giorgio, je vois qu'il ferme que 110, mais du coup, est-ce qu'en théorie, si on achète vraiment très bas après un énorme crash des marchés, est-ce que tu pourrais tenir des positions pendant des semaines, des mois, voire des années et finalement, entre guillemets, jamais vendre? Ouais, alors même pas forcément pendant des crashs ou après des crashs, parce que il y a des actifs, même pendant des marchés haussiers, qui peuvent faire 200, 500, 1000%. Alors la règle que je leur dis, c'est de jamais tout clôturer, parce que c'est cette partie de position qui va tourner, vu la taille du stop loss, ça va être quand même relativement importante. Et ça, c'est quand même une chose importante, parce que les étudiants m'ont fait le retour que quand ils ont des petits comptes, et qu'ils ont des stop loss un peu plus larges, eh ben, le reliquat, il rémunère pas. L'avantage d'avoir des stop loss très courts, c'est que ta taille de position, elle est démultipliée pour le même risque. Donc, ce qui fait que ton reliquat va être également démultiplié et c'est plus intéressant de le tenir même sur un petit capital sur la durée. Parce que c'est vrai que si on a 10 actions et qu'on gagne 10 balles tous les 10 ou 20%, bon, bah, ça n'a pas forcément d'intérêt de le tenir. Mais par contre, le fait d'avoir un stop loss court permet d'avoir une taille de position plus importante et donc tes reliquats, même de 30%, ou de 50% vont rester importants et vont te rémunérer. Moi, je conseille toujours de garder un reliquat parce qu'on ne sait jamais de combien de pourcents peuvent monter ces actions-là. On est sur des actifs qui sont extrêmement puissants. Alors la plupart du temps, ça va juste faire une explosion et puis ça va faner. Mais s'il y a un actif qui part, et là on peut avoir 100, 200, 300% de performance en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Alors quelques mois, c'est peut-être pas l'horizon de temps qu'on va tenir, mais plutôt quelques semaines. Et oui, il faut toujours tenir un reliquat. Par exemple, sur Jaguar, ça continue de monter un petit peu, ça a latéralisé, et puis après, il y a eu un reverse split, et ça a fait faner l'action. Donc, Giorgio a eu le flair de finalement alléger la totalité de sa position sur ces niveaux-là. Il aurait pu grappiller un petit peu plus, mais c'est toujours avec des cibles. C'est ce que je voulais te demander, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que effectivement, je viens de zoomer et je vois qu'en fait, il a sorti 70% et je me demandais, ok, et les 30% restants? Et donc, si Jaguar avait continué, ces 30% auraient pu être énormes en fait. Exactement. En fait, c'est ça c'est tout le but de la méthode. Alors, le problème, c'est que ça oblige à avoir des mouvements, et c'est pas le cas tout le temps, mais euh, on peut, par exemple, capter juste une explosion, se rémunérer entre 5 et 15 fois son risque sur l'explosion de 1, 2, 3 jours qui suivent, et derrière tenir un reliquat si mouvement il y a, parce qu'après, ça peut être énorme. On ne dit pas de ça, enfin, le but, c'est pas de tenir des années non plus, mais quelques semaines ou max quelques mois, ça peut vraiment, vraiment faire des reliquats qui peuvent payer, à condition d'avoir une taille de position assez importante, et ça, c'est obligatoirement lié au stop loss. Parce qu'en fait, si on a un stop loss qui est large, on va être obligé de risquer plus sur son stop loss pour gagner plus. Alors que si on a un stop loss court, on peut risquer la même chose, mais vu que le stop loss est très court, on sort rapidement, ben, ta taille de position elle est démultipliée. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est il n'y a pas besoin de prendre plus de risques sur son stop loss pour gagner plus. La seule façon, ou en tout cas la façon la plus safe pour gagner beaucoup sans risquer plus, c'est ce que je vous disais, c'est garder le risque, donc l'unité que vous avez choisie, 1% par trade, etc., ou 0,5 ou 0,25, on peut très bien gagner avec 0,25. Et par contre, raccourcir son stop loss là, et normalement, vous êtes obligé de doubler, tripler, quadrupler votre taille de position pour perdre toujours le même montant sur ce stop loss là. Ça, c'est très important. Et pour réaliser l'importance du reliquat, on peut faire une estimation. Donc là, si je comprends bien, donc il risque 1%, mais son stop loss c'était 1%. Il avait un stop loss de 1%, c'est ça? C'est-à-dire 1% de. Ok. Donc il lui restait 30% de sa position. Donc à chaque fois que le marché
monte de 1%, il gagnait 0,3%. Attends, si je dis pas de conneries, il gagnait 0,3%, c'est ça. Et donc, donc si Jaguar avait été monté de 10%, il aurait ajouté 3% de plus à son profit. Et si Jaguar avait fait 100%, il aurait ajouté 30% de plus à son profit. Sachant que 10%, c'est ce qui fait une journée du Jaguar. Parce que là, elle a un ADR moyen de 20-22% au moment où il a pris le trade. Donc 22% d'ADR, ça veut dire que l'actif se déplace et est volatile en moyenne de 22% par jour. Donc ça, c'est des actifs Jaguar, je l'avais étudié en 2019 ou 2020, qui avaient fait 1000 ou 2000% de hausse, minimum, qui était passé de quelques dizaines de centimes à plusieurs dizaines de dollars. Et alors, excuse-moi de te couper hors sujet. Pourquoi? Enfin, je veux dire, tu vois, Jaguar, ils font quoi? Enfin, ils font des voitures, mais... Non, non, c'est pas Jaguar, hein. Ah, c'est pas Jaguar la voiture. C'est une biotech, je crois. C'est une biotech. Ah, ok. Autant pour moi. De toute façon, la majorité des actifs, et c'est ça qui est aussi paradoxal, la majorité des actifs qu'on trade euh, vont retracer la totalité de leur mouvement ou vont être décotés dans les prochaines années. Parce que c'est souvent des actifs de merde, qui n'ont pas des bons fondamentaux, mais par contre, on a un avantage, c'est qu'ils sont extrêmement volatiles, et donc dès qu'il y a un catalyseur, il va y avoir de la spéculation, la capitalisation et le capital flottant est faible, on a des mouvements explosifs qui peuvent arriver. C'est pas comme du Apple qui pèse 3 trillions, où il faut 100 milliards pour la faire bouger, je sais pas combien. En fait, t'es un trader de shitcoin, quoi. Enfin, de shit action. Enfin, Ouais, des fois tu tombes sur des actifs quand même qui sont des valeurs de croissance, qui arrivent avec des nouveaux produits, et donc c'est ça qui va créer la spéculation, et derrière on a une tendance long terme qui démarre, mais souvent, il faut pas se mentir, hein, souvent c'est des actifs qui vont avoir un pump, et alors il peut durer une semaine, il peut durer 3 mois, 6 mois, peut-être un an, mais derrière, la plupart du temps, ça retrace. Et je peux te mettre Jaguar aujourd'hui, que tu vois un petit peu par rapport à avant. Alors, hop. ah ouais, c'est... Oh putain, c'est vraiment comme un graphique de shitcoin. Bah, tu vois, aujourd'hui, c'était monté, donc Giorgio, il est sorti là, et c'est pas beaucoup plus monté. Après, il y a eu un reverse split, il me semble. C'est-à-dire qu'ils ont réduit le nombre d'actions disponibles. Tu vois, au prix, on est à 4,63, et je crois que sur les graphes de Giorgio, on était à 3 centimes ou quelque chose du genre. Ouais. Et tu vois, là, il y a des contractions de volatilité, là, il y a des contractions de volatilité, là, il y a des contractions de volatilité. Donc, le prix n'est plus le bon parce que euh, il y a eu des actions qui ont été rajoutées, mais tu vois, des mouvements comme ça qui peuvent faire juste des trucs de fou, quoi. 529% en 9 jours. Alors là, on est sur vraiment des actifs très très volatiles, qui bougent dans tous les sens, mais après, il y a des actifs qui sont un peu plus lourds et qui bougent pas aussi rapidement, mais c'est pour ça qu'il faut toujours garder un reliquat parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. Ce genre d'actifs-là, ils sont facilement manipulables, ils peuvent bouger très très rapidement dans un sens ou dans l'autre. Et si on est dans le bon sens sur un reliquat, eh ben ça peut. Ouais, parce que là, avec 30%, bon, les probabilités que ça arrive, c'est quasiment nul, mais c'est comme gagner l'auto au final. Si ça arrive une fois tous les 2 3 ans sur ta stratégie et que tu chopes avec un reliquat de 20 ou 30% du 500%, bah du coup, ça fait que ton compte il grossit juste avec le reliquat de 100 ou 150%. Exactement, ouais, ouais, ouais. Et ça coûte pas grand-chose à laisser 30%, sachant qu'on a encaissé quand même 70% sur un histoire de 5 ou 10. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément une exception. Oui, c'est une exception par rapport à la masse d'actions disponibles, mais ça arrive tous les ans des actifs qui cartonnent comme ça et qui font 100, 200, 300, 500%. Et des fois, moi, je me mords les doigts parce que j'ai pris des trades et je reviens 3 mois plus tard, ils ont fait 400, 500%, quoi. Tu sais, bon, moi j'adore les voitures et je vais souvent à des événements et quand je rentre en France, je participe souvent à Cars and Coffee Monaco. Et j'ai rencontré un gars là-bas qui était l'ancien directeur de la distribution d'une marque qui s'appelle Bang et Olufsen. Ils font des télés, ils font du matériel, etc., etc. Et il m'a invité chez lui. Il habite dans un village dans le Var.
Chez lui, c'est magnifique, énormément de voitures magnifiques, des voitures de collection, etc. D'ailleurs, en parlant de Jaguar, là, Jaguar, je ne me rappelle plus le nom, mais si on pourra mettre les photos qui s'intéressent, les amoureux de voitures, sous un post Facebook, quoi, il a la première, la Jaguar qui est la première voiture à avoir été capable d'aller, je crois, à 150 ou 130 km/h, ou 200 km/h, je ne me rappelle plus. Et cette semaine-là, du coup, je vois qu'il a bien réussi. Et je me dis, bon, quand même, je sais que peut-être directeur, ça va bien payer, surtout pour une boîte comme Google U7. Mais merde, le mec, il a une magnifique Ferrari, il a une voiture de collection, une superbe maison, etc. Et je me demandais, du coup, d'où vient sa fortune. Et ben, des actions. En fait, ça fait fortune des actions. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent, j'ai acheté du Apple, du Amazon, quand j'étais, entre guillemets, tout jeune, et puis je me suis laissé porter. Et je me rappelle plus le nom des actions qu'il m'avait donné, et puis c'est sans doute aussi des actions, je crois que le mec est suédois ou danois, je me rappelle plus. Et en fait, il m'a dit, j'ai fait ma fortune sur cette action, mais sur que quelques coups, quoi. Et je l'ai rencontré, il est bien retraité, c'est plus de 80 ans, je pense. Et en fait, il a fait l'immense partie de sa fortune sur quelques coups, pas tout son portefeuille exposé. Alors après, comme je disais tout à l'heure, il a eu la chance de commencer les actions, j'imagine, vu son âge, dans les années 70, 80, 90, et donc il a pu profiter, si tu veux, de toute la hausse généralisée du marché des capitalisations boursières, de la capitalisation boursière. Mais c'est que sur quelques gros coups. Alors après, il faisait pas de trading, je pense. C'était plutôt un investissement long terme, et puis il a vraiment eu de la chance sur quelques actions. Et après, bah, il a mis dans l'immobilier, puis l'immobilier a grossi. Enfin, mais l'origine de sa fortune, c'est vraiment ce genre de coups, quoi. Des actions qui tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça prend des centaines de milliers de pourcents. Et puis, bah, je sais pas si tu as mis 1000 ou 2000 ou 10 000 euros dessus et que tu fais 1000%, bah, c'est bon, quoi. Et après, l'argent appelle l'argent, et voilà. Ouais, c'est le but d'aller sur des actifs comme ça qui sont très très volatiles et qui bougent fortement. C'est se mettre sur les meilleurs chevaux de course et en espérant qu'ils gagnent la course ou qu'ils fassent deuxième ou troisième. Et même en étant troisième, ben, ça nous rémunère. Et, euh, et donc voilà, c'est ce qu'a fait Giorgio. Alors pour l'instant, c'est sur un petit capital, hein, mais une fois que la confiance et les convictions sont là, c'est déjà plus facile après de faire ça avec un capital plus important. Mais encore une fois, il fait quelque chose que la masse n'est pas capable de faire, c'est-à-dire une gestion euh, du taux de réussite qui est minime. Je sais plus si j'ai calculé son taux de réussite, mais il ne doit pas être au-delà de 20%. Alors il fait des erreurs encore, donc c'est le but de le corriger en coaching encore sur son setup, etc., pour qu'il améliore un peu son taux de réussite. Mais en fait, on se rend bien compte que même si des fois il fait n'importe quoi et s'il n'a pas un taux de réussite élevé, eh ben c'est pas ça qui va faire gagner. Ce qui va faire gagner, c'est sa gestion des trades et son agressivité dans la gestion. Et ça montre bien qu'on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur setup, on n'a pas besoin d'avoir la meilleure méthode, on a besoin d'être sur les meilleurs actifs et d'avoir une très bonne gestion. Et alors, on peut terminer sur ce que tu viens de dire là, parce que c'est vrai j'y ai pas pensé, mais la taille, entre guillemets, la taille, ça compte. Effectivement, là, tu me dis qu'il a un petit compte. Et donc là, je me dis, ah, là, je comprends déjà un peu mieux. C'est vrai que tenir des gros trades sur des petits comptes, en termes d'euros, tu vois, c'est quand même plus facile que s'il avait un compte, par exemple, un chiffre à exagérer, mais de 1 million, et que tu prends des trades du coup de 1%, donc on est sur du 10 000 dollars de risque par trade, et que tu as un trade qui fait x28, donc 280 000 euros, c'est quand même psychologiquement dur à maintenir. Tu vois, quand tu mets 10 000 euros et que tu gagnes 30-40 000 euros dans la journée, déjà, tu te dis, putain, 40 000 euros, c'est pas rien quand même. Donc, ça, moi, je suis persuadé quand même à 100%, que c'est difficilement reproductible, à part si tu es vraiment un sociopathe, sur des tailles de compte beaucoup plus importantes. Moi, aujourd'hui, sur les actions, enfin sur les cryptos, je ne fais plus du tout ce que je faisais il y a 5-6 ans. J'ai commencé en 2017, donc ça commence à chiffrer, 7 ans. Aujourd'hui, j'ai un capital qui est important et du coup, je suis devenu chiant. J'ai bon père de famille, quoi. Parce que j'ai plus besoin d'essayer de trouver. Alors, j'aimerais bien toujours trouver des fois de 100 et tout, je serais très content. Mais tu vois, j'ai plus envie de dépenser mon énergie, mon stress, mon temps à trouver le prochain x10, x100. Je préfère aujourd'hui accumuler du Bitcoin, des Ethers
et de générer des revenus, comme je te l'avais dit, ou je l'avais dit à Vincent la dernière fois. Là, je suis plutôt dans une stratégie. Je te l'avais dit non. Je t'avais posé la question une fois, qu'est-ce que tu feras après? Est-ce que tu vas juste acheter des actions à dividendes et vivre de tes rentes, ou est-ce que tu continueras à être actif? On verra après. Mais du coup, est-ce que je me pose des questions sur Giorgio? Est-ce qu'il serait capable de faire comme ça s'il continue de grossir, ou est-ce qu'à un moment donné, il va pas péter un câble et se brûler les ailes? Parce que tu sais que l'argent, ça peut vraiment monter à la tête. Et c'est le gros risque avec le trading, je pense, c'est que tu commences souvent petit. En général, on commence le trading parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est rare de voir un mec qui a 10 millions qui veut dire ah, tiens, moi je vais faire du trading pour gagner, pour arrondir les fins de mois. Mais du coup, des fois, les performances sont difficilement reproductibles et il faut changer de stratégie et s'adapter. C'est quoi ton avis du coup là-dessus? Ouais, je pense qu'en fait, c'est effectivement, tu as raison, c'est difficilement reproductible quand on a des gros capitaux. Après, il y a aussi un problème de liquidité, alors moins sur le marché américain, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent investi. Donc on trouve quand même des actifs très explosifs, mais de moins en moins quand on a un capital élevé. C'est sûr, ce qu'on a gagné à la sueur de notre front avec du stress, etc., on n'a pas forcément envie de le stresser, de le risquer comme ça. Mais après, on peut allouer peut-être un dixième de ce capital pour faire du trading agressif. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de risquer gros pour gagner gros. Tout est dans la taille du stop loss. Parce qu'en fait, et moi le premier, quand j'ai commencé, je me dis, tiens, je vais risquer 2-3% de mon compte pour gagner 10. Mais en fait, je me trompais. La réalité, c'est qu'on peut gagner 10% avec 0,25 seulement et seulement si on a un stop loss très court et qu'on arrive à multiplier cette opération de nombreuses fois pour pouvoir avoir des probabilités de notre côté et capter un mouvement. Donc il y a ça aussi. Effectivement, ça sera pour Giorgio des étapes à franchir avec des convictions, mais je pense, une fois que tu as compris ce qu'a compris Giorgio, tu as des convictions suffisantes pour monter crescendo. Après, c'est sûr qu'il va pas risquer sa maison dessus, j'imagine, hein, mais on peut allouer un dixième de notre patrimoine, un cinquième de notre patrimoine dans du trading agressif comme ça, et sans risquer beaucoup. On peut risquer 0,10, 0,25, mais si chaque trade te rémunère 1, 2, 3, peut-être 5% sur ton capital, et qu'à chaque fois tu perds 0,10, 0,25, 0,25, 0,25, c'est quand même plus facilement gérable que risquer 2-3% de son capital sur des trades. Et là, tu es en stress, tu veux pas perdre. Et en fait, c'est ça le problème, c'est ne pas vouloir perdre, c'est exactement l'opposé de ce qui marche en trading. C'est arriver à perdre petit, mais gagner gros. Et donc moi, je pense que en risquant tout petit, on peut gagner gros. Effectivement, après on arrive avec des capitaux énormes et qu'on en a chié pour avoir ces capitaux-là, eh ben on peut fractionner ce capital-là et se dire, bah voilà, il y a 9 dixièmes ou peu importe qui vont dans des trucs safe à rendement et peut-être un cinquième, un dixième qui va dans des trucs assez spéculatifs, mais on risque pas beaucoup plus. C'est juste qu'on doit répéter l'opération pas mal de fois pour tomber sur les pépites, quoi. Mais bon, ça on te dira quand on aura ton capital. Toujours plus facile à dire avant que après. Mais non, c'est une bonne conclusion. Et ouais, ce que tu as dit est très juste. Effectivement, en fait, l'évolution du capital, quand tu commences avec ce type de trading, il est exponentiel. Et puis au bout d'un moment, tu atteins un palier et tu ne traites plus qu'avec une partie de ton capital. Et du coup, ton capital ne grossit plus de manière exponentielle, mais plutôt logarithmique. Et je pense que ouais, c'est le plus. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas être trop gourmand, quoi. Si tu arrives, je disais des chiffres comme ça, mais si avec ton trading, tu arrives à générer 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, il vaut mieux rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie, plutôt que de dire, bah, maintenant que j'ai un plus gros capital, essayons de gagner 20, 30, 50 000, 100 000 euros par mois. Ça serait possible en théorie, hein, c'est juste une histoire de proportion, je risquerais plus pour gagner plus, mais psychologiquement, ce serait peut-être compliqué. Du coup, vaut mieux peut-être se contenter, entre guillemets, de gagner quasiment tout le temps la même somme, sans réinvestir, et l'excès de capital que l'on gagne, au lieu de le réinvestir dans une autre aide, peut-être d'investir dans autre chose, dans des trucs plus longs termes, des actions, des cryptos, de l'immobilier, des trucs comme ça. Disons que c'est plus simple psychologiquement, mais il y a des tarés aux US ou même un Suédois qui réinvestissaient tous leurs capitaux. Bon, après,
Ces mecs-là, ils ont un niveau et ils finissent avec des centaines de millions de dollars. Mais Non, mais t'en as ouais, t'en as un sur 1 million, quoi. ouais, même plus. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est parce que tu t'apprends à jouer au foot que tu seras Zidane. C'est ça le truc. Tu peux devenir un bon joueur de football, et des Zizou, il y en a qu'un seul. Non, comme tu as dit, l'objectif principal, c'est d'avoir une vie confortable et pas besoin de faire énormément d'argent et de tout réinvestir, avoir un stress constant ou de devoir, parce que c'est aussi épuisant psychologiquement. Donc voilà, faut accepter la perte et ça, c'est compliqué. Ouais. Merci Thibaut. Merci à toi.